Début de tournage, allez savoir, la raclette est-elle vraiment savoyarde? Et salut la compagnie, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Allez savoir. J'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui, au programme, nous allons vous parler de pommes de terre. Et aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial, où nous allons commencer par une longue introduction sur la pomme de terre et un début de débat dont vous-même pourrez participer. Débattre avec les spectateurs. Ça m'inclut ça ou... Et pour rappel, tu es un spectateur. Tu es donc leur représentant sur la chaîne. Oui, moi je promets rien sur le débat parce qu'il suffit qu'il y ait un peu de philo ou de trucs trop compliqués, je serai perdu. J'essaierai, je promets rien. Alors j'aurai juste une condition. Est-ce qu'il est possible d'avoir le sujet du débat avant le débat, histoire que je me prépare? Alors oui, il y aura de la philo. Quant au débat, c'est le titre de la vidéo. C'est-à-dire, la raclette est-elle vraiment savoyarde? La frite est-elle vraiment belge? Et le gratin dauphinois est-il vraiment dauphinois? Stéphanie de Monaco! Bref, générique. La pomme de terre, comme beaucoup d'aliments du quotidien du XXIe siècle, n'est pas spécialement originaire de France et encore moins d'Europe. Bon, la patate, ça vient pas de France. Alors non, nous parlons de pommes de terre, pas de patates. Allez, arrête de chipoter, c'est pareil. Justement non. Les deux sont confondus, on dit souvent patate pour pomme de terre, mais c'est totalement faux. La pomme de terre, c'est la pomme de terre, et la patate, c'est ce que certains appellent la patate douce. Et la patate douce et la patate, ça, c'est la même chose. Pour faire simple, ce sont deux tubercules qui viennent plus ou moins du même endroit, mais qui ne sont pas les mêmes. Ce sont deux tubercules bien distincts. Un petit peu comme la noix et la pistache. On ne dit pas une noix pour demander une pistache. Remontons au temps de Christophe Colomb. Le navigateur espagnol d'origine italienne part à la recherche d'une nouvelle route pour aller en Inde. Et il va atterrir en Amérique. Ce fut le premier Européen à fouler le sol américain. Et j'ai volontairement glissé cette erreur dans le script du présentateur, excuse-moi, afin de pouvoir le dire enfin et une bonne fois pour toutes. Non, ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique en 1492. Bien avant lui, les Vikings commerçaient déjà avec l'Amérique du Nord. Et oui. Enlevons cette erreur des bouquins d'école et de tout ce que l'on peut dire. Non, Christophe Colomb a redécouvert l'Amérique, mais certains Européens connaissaient déjà son existence. Voilà. Et ainsi, les Espagnols et Portugais, principalement, envoyèrent des conquistadors à la conquête de l'Amérique du Sud qu'ils vont dépouiller et convertir de force au christianisme. La nourriture est au début boudée des conquistadors, qui préfèrent ramener en Europe des choses un petit peu plus dorées, pour simplifier. Cependant, certains conquistadors vont écrire des livres sur les us et coutumes des Mayas, des Incas, sur tout ce qu'ils ont pu un peu trouver en Amérique du Sud, et la pomme de terre fait son apparition dans ces livres. Juan de Castellanos, en 1589, va même écrire sur les pommes de terre qu'il en a vu plusieurs variétés, des jaunes, des blanches et des violettes. La pomme de terre ne sera pas découverte très rapidement, principalement parce qu'elle est cultivée en altitude dans la cordillère des Andes. Elle sera également trouvée dans l'archipel des Chronos qui se situe au sud du Chili en 1557. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Incas avaient plusieurs aliments dans leur alimentation, et notamment les principaux étaient le maïs et la pomme de terre. Le café, le sucre, le cacao, les haricots, la tomate, le maïs ou encore le tabac arrivèrent en premier en Europe et dans les colonies africaines pour être cultivés. La pomme de terre arrivera un petit peu plus tard, car pour les conquistadors, elle n'a pas un très grand potentiel, donc financièrement n'est pas très intéressante. Pour faire simple, en Amérique du Sud, les différentes variétés de pommes de terre sont cultivées dans la cordillère des Andes, donc en altitude. Les conquistadors ont peur qu'il soit trop compliqué de cultiver la pomme de terre en Europe ou dans les colonies africaines.
Elle fera tout de même une arrivée assez discrète dans les années 1530 en Europe, mais sera largement plus importée entre le milieu et la fin du XVIe siècle. Mais du coup, il y avait vraiment pas de pommes de terre en Europe, même pas un petit truc qui ressemble ou vraiment rien. Alors non, aucune variété de pommes de terre n'est issue d'une race purement européenne. Non. Principalement, les féculents utilisés, c'était de la farine de châtaigne qui permettait de faire du pain. Hein. Le pain était quand même le féculent principal de l'époque. On avait également le panais. Le panais était très répandu. Malgré son arrivée et des débuts de culture prometteurs, la pomme de terre va être globalement boudée. Effectivement, tout un tas de superstitions tournent autour de ce tubercule, notamment le fait que la pomme de terre donnerait la lèpre. Du coup, il est assez facile d'imaginer que les gens vont s'en méfier. C'est vrai que c'est con de bouffer un aliment qui peut nous bouffer. C'est cocasse. C'est cocasse. La pomme de terre était principalement donnée aux cochons et aux prisonniers. Facile à produire et peu coûteux, c'était l'aliment parfait pour les vilains de la nation. Certains vont aller plus loin en donnant la pomme de terre aux armées afin de les nourrir à moindre coût. En France, c'est l'apothicaire Parmentier qui rendra populaire la pomme de terre. Cependant, il est à noter que, contrairement aux idées préconçues qui naviguent par-ci par-là, Monsieur Parmentier n'est ni la personne qui a découvert la pomme de terre et encore moins celui qui la fera entrer en France. C'est seulement un pharmacien, ou appelé apothicaire à l'époque, qui va l'étudier et reprendra les travaux d'autres personnes et saura communiquer au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes pour rendre populaire la pomme de terre. En gros, un Steve Jobs du XVIIIe siècle. Monsieur Parmentier sera enrôlé dans l'armée comme pharmacien. Cependant, il sera plusieurs fois capturé par l'ennemi. Mais les pharmaciens étant assez rares sur les champs de bataille, il fut libéré plusieurs fois après d'âpres négociations et échanges de prisonniers. Cependant, une fois, il ne fut pas libéré très rapidement. Et il dut goûter et manger la bouillie de pommes de terre et constata que la pomme de terre avait des valeurs nutritives intéressantes et que la plupart des superstitions étaient fausses. Mais ce que l'histoire oublie, c'est que cela fait 200 ans que la pomme de terre est en Europe, et que d'autres savants l'ont étudiée bien avant Monsieur Parmentier. Des monastères, par exemple, la cultivent, les Picards, malgré les superstitions, en mangeaient et donc la cultivaient. Bref, Monsieur Parmentier a certes été un très bon publicitaire et un très bon communicant pour la pomme de terre, mais tous les mérites ne lui sont pas dus. Clairement. Mais, bon, nous pourrions faire tout un épisode sur Monsieur Parmentier, et ce n'est pas le sujet de l'épisode, donc avançons. Du coup, la pomme de terre se répand, et des variétés vont être créées volontairement ou involontairement. Involontairement parce que la nature a bien fait les choses, et certaines variétés de pommes de terre se sont adaptées naturellement au nouveau climat, à des nouvelles choses, au sol, à différentes choses, et donc ont génétiquement évolué toutes seules. Et on les a découverts après en disant « Oh, c'est une nouvelle variété !» Et donc, du coup, certaines variétés sont issues comme ça. Mais bon, bref. La pomme de terre se répand, des recettes vont émerger, et au final, la pomme de terre va devenir un des féculents principaux avec le maïs et les pâtes. Ouais, ça y est, je vois où vous voulez en venir. Effectivement, la question se pose. Est-ce que des produits et des spécialités régionales sont réellement régionales si l'un des ingrédients ne l'est pas ? C'est une question qui se pose, et cela pour beaucoup de spécialités à base de pommes de terre, et nous allons prendre un exemple, la raclette, et on peut tout doucement commencer le débat là, même s'il va nous manquer encore quelques notions que nous aborderons un petit peu après. Bon allez, entre nous, on s'en fout complètement de ce débat. Au vu de la merde qu'il y a en ce moment en France, avec tous les gilets jaunes sur les ronds-points, le pseudo-débat national qui est en train de se mettre en place, on a un peu d'autres soucis à penser que votre connerie, là. Attendez, faut réfléchir à un moment donné. Justement, savez-vous débattre correctement? C'est-à-dire faire la différence entre un argument et un exemple, quand est-ce qu'on utilise un argument, quand est-ce qu'on utilise un exemple. Connaissez-vous les différents biais qu'il existe, les reconnaître, les combattre, les raisonnements pas l'absurde, on est dans le même cheminement, hein, avec le syllogisme. Connaissez-vous les limites d'un raisonnement de bon sens, parce que des fois,
Certains arguments sont du bon sens, sont de la logique pure, et pourtant ils sont totalement faux, difficiles à prouver, qui sont faux, bref, tout un tas de choses nécessaires afin d'avoir un débat sain et surtout constructif. Oui, alors entre nous, on n'a pas besoin de tout cela pour débattre, un petit peu de logique suffit pour arriver à mettre les idées en place. Hein. La logique, c'est quand même le moteur de ce qui nous fait avancer tous les jours. Utilisons ça, ça suffit. Là, par exemple, regardez, les gilets jaunes, on nous fait chier avec la surtaxe de l'essence, pour ça que les gilets jaunes ont plus ou moins démarré. Tout ça pour des causes environnementales, le réchauffement climatique. Pompeux en plus. On s'en fout. Enfin, c'est quand même plus important de discuter de ce genre de choses que de la pomme de terre, non, on est d'accord. Surtout que le réchauffement climatique. Parlons-en, vu que c'est plus important. Et je monopolise la parole volontairement parce que on en a marre. On nous fait chier sur des choses, sur de la météo qui va se passer dans un siècle ou deux, hein, la banquise et tout. On s'en fout de la banquise. On n'a pas de banquise chez nous, pourquoi on ira se faire chier avec la banquise qu'il y a là-bas? Bref. On nous fait chier avec la fonte de la banquise, enfin, réchauffement climatique, alors que, donc ça c'est dans 100 ans ou 200 ans, alors que les types sont pas capables de nous prédire une météo correcte sur 15 jours. Comment ils veulent prédire la météo sur 100 ans? Non, enfin à un moment donné c'est quand même plus important de discuter de ce genre de choses, parce que du coup ils en profitent pour nous surtaxer l'essence, hein, tout ça pour des... On sait pas si ça sera vrai ce réchauffement climatique. Alors, je pense que ça c'est plus important que la pomme de terre. Voilà. Et petit erratum pour signaler que notre clapeur national n'a pas fait, disons, de caricature de quelconque groupe qui ont pu manifester dans le passé ou manifestent encore de nos jours. Bref, n'y voyez aucune référence. Voilà. Ah, tu me fais plaisir. Un exemple parfait d'un argument de bon sens qui est pourtant totalement faux. Mais ça, je vais y revenir un petit peu après. J'ai une manière assez simple de totalement contredire ton argument. Mais c'est vrai que c'est un argument qui, à premier abord, est un argument de bon sens. C'est vrai, comment peut-on prévoir la météo sur 1 à 2 siècles, donc parler de réchauffement climatique, alors qu'on est totalement incapable de prédire précisément une météo sous quelques jours, quelques semaines. Et cela, donc ce raisonnement, même si c'est du bon sens qui est faux, amène à une conclusion totalement fausse qui peut amener à des théories du complot. Par exemple, les scientifiques sont payés par les élites pour parler de réchauffement climatique et piquer l'argent du peuple. D'avoir une excuse pour piquer l'argent du peuple. Voilà. Et alors là, les scientifiques, ils l'ont un peu comme ça, là. Ils l'ont mauvaise, là. Ils sont... Et ils ont raison. Oui, mais tu vas quand même mettre un truc de physique, je vais rien y comprendre à ton truc. C'est ça le problème entre vous, les gens intellectuels, et nous, les gens de plus basse classe, de moyenne classe, c'est que vous trouvez tous les prétextes pour nous piquer notre argent. C'est pas plus compliqué, du coup, c'est impossible de débattre entre nous deux. On peut pas débattre, point. Je vais prendre un exemple simple. Et vu que je vois que je suis déjà en train de te perdre alors que je n'ai même pas encore commencé l'explication, on va dire que je double ton salaire si j'arrive de manière simple à te piéger, enfin te prouver que ton argument est faux. Et deuxième erratum. Il est vrai que je n'ai pas été très clair, mais sur le plateau, tout le monde m'avait compris. Mais le monteur m'a judicieusement fait remarquer que c'était quelque peu flou. Donc pour résumer, je double le salaire du clapeur si je n'arrive pas à lui faire comprendre simplement les limites de son raisonnement sur le réchauffement climatique. Bref, reprenons. Ah bah pour une fois que c'est dans l'autre sens, vas-y, raboule le fric, j'attends parce que de toute façon je vais pas comprendre, donc raboule le fric. Je vais faire une prédiction météorologique pour 2019. Elle sera valable pour 2020, normalement pour 2021. Je pense encore pouvoir faire une prédiction similaire. 2022-2023... Non, ça devrait marcher pour 2022-2023 et plus. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Imaginons que nous nous situions dans l'hémisphère nord. Et voilà, j'ai gagné. Hémisphère nord. Voilà. Quand je dis que tu peux pas m'expliquer les choses simplement, qu'est-ce que tu vas m'emmerder avec l'hémisphère nord? Je sais même pas ce que c'est l'hémisphère nord. Oublie l'hémisphère nord. On va dire la France. Ça tout le monde connaît, les plateaux s'y repèrent mieux. Et voilà, sur une carte, normalement, la France, tout le monde sait où c'est. Bon, si vous savez pas, vous prenez une carte. Alors, imaginons que nous sommes en France. J'affirme et fais l'hypothèse, et même je parie, qu'en février 2019, alors normalement la vidéo je l'ai prévue pour le 28 janvier, donc
D'accord? D'accord, pas en février. Si vous la regardez en février, ben... Et normalement, ça marche pour février 2020, 2021, 2022, et tout ce qui s'ensuit. Donc je fais le pari qu'en février de cette année, il fera moins chaud, et je dis bien qu'il fera moins chaud qu'en juillet 2019. Et pourtant, j'ai même pas regardé la météo, donc je sais même pas la météo de demain, donc autant te dire que, et alors prédire une météo sur 15 jours, moi alors là, incapable. Pourtant, je suis capable de te dire qu'en février, il fera moins chaud qu'en juillet. Voilà, ton argument de bon sens, là, il est... non valable. Ah merde. Ah ouais, c'est pas faux, hein. Ah, chier. Et du coup, voilà les limites de certains raisonnements. Alors celui-là paraissait comme être de très bonne logique, hein, de très bonne manufacture, et pourtant il amenait un raisonnement faux, et surtout une conclusion fausse. Et... alors oui, c'est pas essentiel de savoir que la raclette est savoyarde, pas savoyarde. Je suis entièrement d'accord. Mais au vu du contexte actuel, au vu de tout un tas de choses, est-ce qu'il n'est pas intéressant de commencer un débat sur quelque chose de non essentiel afin d'aiguiser son esprit critique, de voir un petit peu comment tout cela marche, quels sont les pièges à éviter, comment on fait nos recherches avant le débat, enfin voilà, tout un tas de choses qui permettent d'avoir un débat constructif. Parce que malheureusement, dans tous les débats qui vont avoir lieu aujourd'hui, demain, après-demain, je sais pas de quelle qualité ils seront, mais malheureusement, il y aura des personnes qui auront une très bonne éloquence et qui seront capables de vous vendre une salade comme étant un mammouth. Et ces gens-là, il faut mieux s'en méfier, parce que, je dis pas qu'on sait pas ce qu'ils vont faire derrière, hein. Je dis juste que on ne sait pas quelles lois peuvent en découler, donc il faut faire attention et savoir démêler le vrai du faux. Et je pense que du coup, de démarrer sur un sujet non essentiel est plus intéressant que de démarrer sur un sujet très important où, on va se vautrer, tout simplement. Ou mieux se vautrer sur un sujet non important que se vautrer sur les sujets importants. Ça, c'est mon avis. Chacun en fait ce qu'il en veut. Du coup, il est temps d'introduire une nouvelle notion philosophique afin de pouvoir réellement démarrer le débat. Nous allons parler de la notion d'identité. En effet, les pommes de terre ne sont pas européennes. Elles ont été, pour certaines variétés, créées et fabriquées en Europe, mais tel un arbre généalogique, elles descendent, elles sont héritées des pommes de terre d'Amérique du Sud. Du coup, à partir de là, plusieurs interrogations se portent à nous. Et nous allons vous parler du fameux bateau de Thésée. Le bateau de Thésée est une expérience de pensée philosophique sur la notion d'identité. Ça tombe bien, nous sommes en plein dedans. Imaginons que nous construisons un bateau. Une fois neuf, nous allons naviguer avec, de l'usure va apparaître, nous allons changer certaines pièces, il va y avoir des événements aléatoires qui vont nous faire changer d'autres pièces, et ainsi de suite, jusqu'à nous rendre compte que quasiment toutes les pièces, voire toutes les pièces du bateau ont été changées. Et du coup, la question est simple. Le bateau actuel est-il toujours le même bateau que nous avons construit à la base, ou est-ce un bateau différent? Prenons comme exemple la pomme de terre prénommée la Belle de Fontenay. Cette pomme de terre est une variété dite française sélectionnée au XIXe siècle. Nous ne savons pas grand-chose sur sa création. Est-ce que c'est l'homme qui l'a volontairement créée, ou est-ce que naturellement elle s'est créée et l'homme l'a découverte? Nous ne le savons pas. Ce que nous pouvons dire par contre, c'est qu'elle a des origines d'Amérique du Sud, comme toutes les pommes de terre. C'est logique. Du coup, cette pomme de terre fait partie des pommes de terre recommandées pour la raclette. Vous commencez à me voir venir? Et du coup, avec l'expérience de pensée philosophique du bateau de Thésée, cela soulève globalement deux questions. La pomme de terre, la Belle de Fontenay, peut-elle être considérée comme française? Admettons qu'elle soit française. Admettons. Peut-on considérer la raclette savoyarde comme étant savoyarde si l'un de ses aliments est français? Je vais rajouter une petite précision, la Savoie n'a pas toujours été rattachée à la France, histoire de rajouter une certaine complexité, et à partir de là, nous avons beaucoup d'éléments qui peuvent nous permettre de commencer à réellement débattre. Bon, sinon, je me permets d'interrompre. Notre clapeur, coucou!
Comment tu vas? Oui. Je me fais du souci, on t'entend plus, là. D'habitude, t'es toujours après nous sortir des conneries. Et là, je t'entends plus, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai bien une question. J'ai pas la réponse. Bon, c'est en cours de réflexion, quoi. Bon, allez, je vais me lancer. Alors, faut que je trouve les bons mots. Je me suis déjà fait baiser tout à l'heure, là. Faut que je fasse les choses bien. Alors, la question est, est-ce que l'identité d'un plat ou d'une recette dépend forcément de l'identité de ses ingrédients? Alors là, je suis scotché. Là, tu me fais plaisir. Enfin, on voit un petit peu de progrès. C'est bien. La question est bien. Le choix des mots est très bien. J'ai presque envie de dire que ça pourrait faire un très bon sujet de bac de philo. Hein. Clairement, rien à redire. Non, bah oui, l'identité, le caractère d'un plat dépend forcément de ce qui le constitue, donc des ingrédients. Sans le fromage à raclette, la raclette n'a pas la même saveur. Pareil pour le chou avec la choucroute, pareil pour la crème et le gratin dauphinois. Enfin, ce sont des éléments qui sont indissociables du plat et qui font son... Mais ça veut dire que le gratin dauphinois n'est pas dauphinois. Ça m'emmerde de dire ça, mais c'est vrai, ces spécialités locales ne sont pas des spécialités locales. C'est dur, mais c'est comme ça. La raclette, elle est savoyarde. La recette est savoyarde. Alors même s'il y a un des ingrédients qui n'est pas savoyard, est-ce que ça compte vraiment? Parce que ce qui compte, c'est la façon dont ça a été fait, avec amour forcément, et tout un tas de choses. Enfin, c'est vrai que la raclette, bon, c'est juste des patates cuites dans l'eau, et un peu de fromage et de charcuterie, c'est chacun qui fait sa propre tambouille. Mais par exemple, la tartiflette, le gratin dauphinois, ce sont des spécialités locales. Le gratin dauphinois a toujours été fait dans le Dauphiné. Bon, bah maintenant, c'est des choses qui s'exportent, qui se font ailleurs. Mais à l'époque, voilà, le fromage à raclette restait en Savoie, le gratin dauphinois restait dans le Dauphiné, la frite restait en Belgique, et la choucroute restait en Alsace. Donc non, je pense que l'identité d'un plat dans sa globalité ne dépend pas entièrement de ses ingrédients. Ils en font partie, certes, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a peut-être pas que les ingrédients à prendre en compte. Voilà, le débat est enfin réellement lancé. Je pense qu'on a à peu près tous les tenants et les aboutissants. N'hésitez pas à le continuer en commentaire, à apporter vos avis, pourquoi pas vos remarques, votre savoir, tout simplement. Peut-être que nous avons oublié un petit détail qui peut faire totalement son importance. Enfin bref, voilà, continuez en commentaire. Avec plaisir, nous vous lirons. Bref, merci à vous de nous suivre. N'hésitez pas à continuer de débattre en commentaire. Soyez courtois et pour rappel, les insultes et autres provocations ne font pas ou très rarement avancer les idées. Et juste avant ou juste après de faire votre commentaire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager à vos amis histoire que nous soyons très nombreux à débattre de ce sujet, enfin très nombreux. Oui, plus on est, plus on rit, hein. On va dire ça comme ça. En tout cas, j'ai une bonne astuce pour tous ceux qui essayent de maigrir. Parce que souvent, ils ont envie, des fois, d'un bon gros méchant plat, et là, dans ce cas-là, d'une bonne grosse méchante raclette. Et là, je peux vous le dire, si vous faites un régime, vous pouvez manger une bonne grosse raclette. Oui, vous pouvez. Oui. Parce que, en fait, les professionnels pour maigrir, là, ils disent qu'il faut pas manger des 3 P. Pain, pâte, patate, pomme de terre. Comme vous voulez, 4P, allez, on en rajoute un, du coup, patate, je sais pas, du coup. Enfin bon, on s'en fout. Et je me suis dit que, ça tombait bien, parce que dans la raclette, il n'y avait pas de P. Donc on pouvait. Voilà. Bon, allez, merci à vous, fin de tournage.